دي بحدنا زميلتنا آية فريوي. مرحبا آية. صباح الخير يا مينا. صباح النور. مرحبا. باش تحكي لنا على كتاب اسمه تونيزي كونكشن، هكا ولا لا؟ Oui, Amine, en fait, Tunis Connection enquête sur les réseaux franco-tunisiens sous Ben Ali في إطار تحقيق صحفي وبحث عن أهم العلاقات الاقتصادية والسياسية بين فرنسا ونظام بن علي السابق. ماتيو مانيودكس ولينيك بريدو قاموا ببحث وتحقيق لكشف أهم الشخصيات اللي ساندت النظام السابق، وخاصة كشف حقائق عن سفراء فرنسا السابقين في تونس، رجال أعمال والعديد من رؤساء التحرير في فرنسا. دونك نسمعوا الحوار ونعاود نرجع معك آية. Tunis Connection enquête sur les réseaux franco-tunisiens sous Ben Ali. Une enquête qui a été réalisée en Tunisie et en France auprès des parties concernées. Personnels, politiciens, entreprises et intellectuels. Tout ce monde qui a supporté le régime Ben Ali. Cet ouvrage élaboré par deux jeunes journalistes français à Mediapart, Lénègue Bredou et Mathieu Magnodex, ravis de vous accueillir dans les studios de Mosaïque FM. Ravi également. Bonjour. Lénègue Bredou, journaliste politique avec plusieurs années d'expérience dans le domaine économique à l'AFP. Et Mathieu Magnodex, journaliste doué et diplômé d'histoire et de sciences politiques aussi à Mediapart. Pour ceux qui ne connaissent pas Mediapart, c'est un journal en ligne créé en 2008 qui a comme particularité d'être un journal en ligne fondé sur les abonnements sans publicité. Lénègue Bredou et Mathieu Magnodex, votre enquête Tunis Connection, qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau? Elle apporte une vue globale en fait sur les réseaux, en effet sous Ben Ali, entre la France et la Tunisie, dans différents domaines, vous l'avez dit, politiques, économiques, mais aussi intellectuels et aussi journalistiques. En France, l'image de Ben Ali n'était pas forcément positive, mais quand même, il y avait en tout cas tout ce système qui légitimait un petit peu du côté français la dictature de Ben Ali. Quand on parle de système, on parle de chefs d'entreprise, de journalistes, de diplomates. Ouais, on peut commencer peut-être par les hommes politiques. Plusieurs exemples. Alors on a beaucoup parlé de Michel Alliot-Marie. On s'est aperçu que c'est une personne qui avait des liens très proches, par exemple avec Aziz Miled, donc qui a financé des campagnes électorales du président. Donc elle a voyagé dans son avion, que ses parents ont investi dans le projet immobilier de la marina de Gamart. Mais il y a aussi d'autres personnes. Il y a Bertrand Delanoë, le maire de Paris, qui est né en Tunisie, qui a une relation très forte avec ce pays. Et il nous l'a dit puisqu'on l'a rencontré, et c'est la première fois qu'il s'exprime vraiment par confort personnel pour pouvoir rentrer dans sa maison de Bizerte plusieurs fois par an et ne pas avoir trop de problèmes. Et il s'est longtemps tu sur la dérive des droits de l'homme. Quand il l'a fait en 2009 par un tout petit communiqué où il disait il y a des dérives des droits de l'homme, eh bien le régime lui a fait payer très cher, interdit de venir pendant plusieurs mois. Et du coup, Bertrand Delanoë, en avril 2010, s'est cru obligé, personne ne lui a demandé, mais il s'est cru obligé de faire une déclaration à l'agence de presse tunisienne, donc la TAP, en disant, voilà, sous la Tunisie de Ben Ali, etc. Donc, mais aussi Frédéric Mitterrand, qui est aussi, avait par exemple des relations très proches avec Abdullah Abdallah, le conseiller de la présidence. Par exemple, parfois il lui arrivait de dîner aussi ou de déjeuner avec Zouari, l'ancien ministre des Transports de Ben Ali, et ils ouvraient la presse de Tunisie, le journal, et ensemble ils riaient parce qu'ils disaient mais tu as vu ce journal, etc. Voilà, et il nous raconte qu'il riait. Alors assez étrange quand on entend ça, en effet. Assez choquant quand même. Choquant. Donc Lénègue Tunis Connection commence par un premier chapitre, mea culpa. La France est réellement dépassée par les événements, par la réalité des choses en Tunisie et surtout la diplomatie française qui était complètement perdue. Il fallait attendre 3 semaines pour comprendre, enfin saluer la révolution. Est-ce un manque d'information, une vigilance un peu poussée ou tout simplement de l'ignorance? Il y a eu un aveuglement absolu au plus haut niveau de l'État français. Sur l'Élysée, donc la présidence française était complètement prise de court. C'est-à-dire qu'effectivement, le 13 janvier au soir, l'ambassadeur de France à Tunis envoie un télégramme. Il dit, Pierre Ménal, l'ambassadeur, Ben Ali peut reprendre la main après son fameux dernier discours du jeudi soir 13 janvier 2011. Donc, à ce moment-là, pour la France, Ben Ali est toujours capable de rester à la tête du régime tunisien. Personne ne s'attend à ce que Ben Ali parte. Pour donner un exemple, les ministres partent en week-end. Donc les principaux ministres du gouvernement français ne sont pas à Paris au moment de la fuite de Ben Ali et de son départ. Henri Guénaud, donc le conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, nous dit on n'a pas été assez vigilants. Il raconte ça pour la première fois, son mea culpa. On a été pris par l'histoire à l'Élysée ce jour-là. Quelqu'un le dit il est parti. Ah bon. Donc même les Français, ils étaient choqués par la fuite de Ben Ali. Ils étaient très surpris, ils ont complètement été pris de court, ils s'y attendaient pas du tout. La France n'a absolument pas voulu voir ça, parce que les intérêts sont importants, les intérêts économiques, et puis le prisme de tout voir par la lutte contre l'islamisme, et qu'il valait mieux Ben Ali que les barbus, comme disaient beaucoup de Français. Voilà exactement la troisième partie de votre bouquin, la justification de ce support au régime Ben Ali. Le pays stable, miracle économique, protecteur des minorités et des droits de la femme. Est-ce que c'est
c'était une démarche justifiée? Ils ont cru à un mythe qui s'est construit au moment où Ben Ali arrive au pouvoir. Le 7 novembre, il y a beaucoup de gens qui le soutiennent en Tunisie, y compris les organisations de défense des droits de l'homme, y compris les mouvements des femmes démocrates, y compris une partie de la gauche tunisienne soutient parce qu'il y a la promesse de l'ouverture, parce qu'il y a le renforcement des droits des femmes déjà mis en place sous Bourguiba, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui fait croire qu'il y a un vrai changement qui est à l'œuvre. Simplement, en Tunisie, ces mêmes militants, ces mêmes organisations des droits de l'homme se sont très vite rendus compte que c'était une illusion. La France n'en s'en est pas vraiment rendu compte. Votre quatrième partie du bouquin, elle parle des services diplomatiques et de leur soutien au système Ben Ali. Ma question, pourquoi ont-ils été tous, sauf quelques-uns, complices? Vous avez cité 2 personnes seulement qui n'ont pas été complices, l'ambassadeur de la Messusière. Est-ce qu'il y a une marge donnée aux diplomates pour prendre les bonnes décisions? Alors, on a rencontré plusieurs anciens ambassadeurs. Il y en a un qu'on a rencontré, qui s'appelle l'amiral Langsad, qui était là à la fin des années 90. Lui, nous racontait très clairement que lui, sa marge de manœuvre était nulle, quasiment nulle. Donc il ne pouvait pas faire grand-chose, puisque la consigne, c'était qu'il n'y ait pas de vague avec la Tunisie. Quand on avait un reproche à faire à Ben Ali, sur un opposant par exemple, sur une situation pas acceptable, on le disait en privé, discrètement, pas de protestation officielle. Son successeur, dit que ce qui était important, c'était tout simplement l'intérêt des entreprises françaises. L'idée qu'il faut garder la France est le premier partenaire économique de plus de 1200 partenariat entreprises. Stratégique, oui. Voilà, et donc il faut garder cette présence et qu'on peut pas la remettre en cause. Donc on peut synthétiser ça, pour la France, c'était pas d'intérêt, pas d'action. Ouais, c'est ça, c'est pas de vague quoi. دونك كان هذه الجزء الأول، وكان هذا الجزء الأول ربما من الحوار اللي أجرته زميلتنا آية الفريوي مع كتاب تونس كونكشن اللي هما اسونسيلمون من ميديا بارت. دونك كانت تحدثوا شوية على اللي جاي في الحوار هذا آية. En fait, أمين ماتيو مانيوديكس ولينيك بريدو صحفيين تحدثوا عن علاقة أهم الشخصيات الفرنسية بنظام بن علي، خاصة أليو ماري ولو مير دو باري، علاقات مصلحية وشخصية تجاوزت العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين تونس وفرنسا. بالحديث عن السياسة الخارجية لفرنسا، المعلومة الواضحة أن النظام الفرنسي لم يرد تصديق حقيقة أن بن علي لم يعد قادرا على حكم تونس. وبالفعل حتى تحدث ممكن زاد على أنه وقتها أغلب الوزراء متاع فرنسا en ويكاند، وقتها ما كانوش في بالهم اللي نجم يرحل بن علي، وتصدموا كي سمعوا الخبر هذايا. على كل حال اكيد الكتاب هذا باش يكشف برشا حقائق عن علاقه فرنسا بتونس. احنا مازلنا مواصلين ونرجعوا للحوار هذا والجزء الثاني منه. رجعنا لكم على موزايك اف ام ونواصلوا الجزء الثاني من الحوار اللي قامت به زميلتنا آية فريوي مع كتاب تونس كونكشن على موزايك اف ام. L'ambassadeur Langsad dont je vous ai parlé n'avait pas forcément intérêt à accepter le cadeau d'un permis de chasse pour 10 ans. Ben Ali lui offre un permis de chasse pour 10 ans pour aller chasser les oiseaux et la grive, dit-il, notamment dans le sud de la Tunisie, à Sidi Bouzid, en l'occurrence. Parlons du dossier économique de ce réseau d'entreprises et de multinationales françaises en Tunisie. Votre enquête a révélé plusieurs scandales financiers. Mais par exemple, sur Matri, quand Nicolas Sarkozy vient en 2008 et qu'il dit cette phrase dont l'espace des libertés progresse en Tunisie, il vient pour négocier des gros contrats d'Airbus, d'avions. Oui. Plusieurs hommes d'affaires tunisiens nous ont expliqué que dans le cadre de ce contrat, une commission d'environ 70 millions d'euros a été versée à Sacar El-Matri, qui a servi d'intermédiaire entre le groupe français et Carthage, et à hauteur d'environ 70 millions d'euros. Il y a clairement une participation des groupes français à ce mode de fonctionnement, parce que de toute façon, sans ça, ils n'auraient pas pu vendre leurs avions. Sur le dossier économique, on le voit aussi avec Alstom. Au moment de la visite de Nicolas Sarkozy, il y a aussi un gros contrat pour Alstom. Alstom, c'est eux qui fabriquent, par exemple, pour ceux qui habitent à Tunis, les tramways, la Transtu. Et là, on a découvert, là, il s'agit pas forcément de commission, mais on a découvert, ils ont bénéficié de montages parfois complexes pour arriver à avoir leur contrat, et notamment un décret présidentiel signé par Ben Ali en personne, autorisant Alstom à passer outre, autorisant la Transtu, plus exactement, à passer outre le code des marchés publics pour donner le marché à Alstom. Pour plusieurs journalistes, la Tunisie était un angle mort, un pays calme. Les médias se situent où exactement par rapport à la réalité des choses dans ce petit pays? Il y avait un système, donc notamment à Paris, en liaison avec la TCE, l'agence Image 7, qui était une agence de communication qui conseille à Paris de très grands patrons du CAC 40. Et Image 7 a organisé un réseau, d'ailleurs c'est eux-mêmes qui le disent, un réseau d'habitués, quoi, d'une certaine façon, de gens qui venaient pour des week-ends, pour des voyages de presse un peu de luxe, quoi, pour des séjours à Tozeur, dans le sud tunisien, notamment en 2008, où avaient une image très particulière de la Tunisie,
Tunisie, les beaux quartiers ici à Tunis, l'image agréable. de la carte postale, oui. Voilà, l'image de la carte postale. Donc ce système-là a existé, il concernait de grands patrons de rédaction françaises, dont certains nous les avons appelés, qui admettent quand même que, bon voilà, le travail n'a pas été fait. Parlons de ce système de complaisance et d'amitié. On va parler un tout petit peu de la politique des affaires étrangères françaises. Est-ce que vous, en tant que Français et journaliste, vous avez fait préparer une enquête bien précise avec des preuves et des entretiens? Est-ce que vous sentez réellement qu'il s'agit d'un changement dans cette politique? Elio Marie, qui passe devant l'Assemblée nationale pour proposer le savoir-faire français ou tunisien pour des raisons sécuritaires. Et puis c'est Alain Juppé qui propose au chef du gouvernement transitoire Béji Caïd Essebsi 350 millions d'euros comme aide économique pour les Tunisiens. Sentez-vous vraiment un changement? Alors, on sent quand même qu'il y a une inflexion, il y a un changement de ton clair et il y a d'abord une reconnaissance. C'est-à-dire qu'Alain Juppé, quand il arrive au ministère des Affaires étrangères après la débâcle à Lyon-Marie, il dit on s'est trompé. Voilà, reconnaissons-le, passons à autre chose. Voilà, maintenant il faut revoir notre manière de voir la Tunisie et la manière de la comprendre. D'où l'aide, je précise, c'est des prêts, c'est pas un chèque comme ça, les encaisser à la banque quand même. C'est des prêts que la Tunisie devra ensuite rembourser. Quand Alain Juppé s'est rendu à Tunis, il a eu un message très clair par rapport aux nouvelles autorités, de reconnaissance de ces autorités, de légitimité absolue de ce processus électoral. Et il a salué la Tunisie comme étant aussi un modèle de ce qui pouvait se passer dans les pays arabes. Après, il faut être prudent parce que on a vu aussi que la France a tardé à saluer le résultat des élections du 23 octobre. Au même moment qu'Obama saluait le peuple tunisien dans son speech. Exactement, Obama le fait tout de suite. La France met 3 semaines à saluer le résultat parce qu'on voit bien que c'est aussi un sujet compliqué, une sorte d'intoxication aussi, faut bien le dire, sur le risque islamiste, sous-entendu risque terroriste, qu'aujourd'hui la France elle a encore du mal à penser par rapport son rapport avec Ennahda et qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça représente et quelle relation il faut construire. Une vraie blessure chez les Tunisiens par rapport à la position de la France et à le sentiment de trahison et que cette blessure ne se refermera pas en quelques phrases et en quelques mois. Après 150 entretiens, quelle était la révélation la plus choquante? Des diplomates, des chefs d'entreprise, des journalistes? Moi, à titre personnel, ce qui m'a assez frappé, c'est le poids et le réseau du régime du RCD en France. On a rencontré plusieurs anciens responsables du RCD en France ces dernières années, qui nous expliquent un système très précis. Donc, à peu près 400 cellules du RCD en France. Il y avait une vingtaine de fédérations, avec parfois juste une famille, mais parfois des réseaux plus importants. Nous avons pu accéder, nous, à certaines archives du RCD en France, qui étaient dans un bâtiment qui s'appelle Botzaris, qui était le siège du RCD en France, avec même des ramifications en Europe, parce qu'il y avait en Allemagne aussi des antennes, etc. Et tout ça a été géré à Botzaris. On est tombé sur des rapports où vous avez, en 2002-2003, je sais plus exactement, vous avez certains étudiants d'une organisation étudiante liée au RCD qui vont espionner Amar Hamami, qui donne une conférence à Paris ce soir-là. Vous avez le rapport, on a le nombre de chaises, le nombre de tables, le nombre de personnes. Un rapport détaillé. Un rapport détaillé, voilà. Et la France a laissé faire ça. Il y avait un arrangement. Pour les autorités françaises, c'était assez pratique parce que ce système-là permettait un peu de surveiller la communauté tunisienne en France. Il y avait une forme de sous-traitance aux autorités tunisiennes sur le sol français de la surveillance de la communauté tunisienne. Mathieu, quand vous avez évoqué le terme réseau islamiste, j'estime que la France ne comprend toujours pas le fait que la Tunisie est un pays musulman à la base. Est-ce que la France comprend réellement c'est quoi un réseau islamiste et qui sont les nouveaux leaders de la Tunisie? Non, ça je crois que pas du tout. Et d'ailleurs on le voit bien, il y a par exemple une personnalité qu'on cite dans le bouquin qui s'appelle Christophe Barbier. On voit bien, il y a par exemple une personnalité qu'on cite dans le bouquin qui s'appelle Christophe Barbier, qui est un journaliste connu. Il dit jour du 14 janvier, oui, plutôt Ben Ali que les barbus, c'est vrai. Bon alors pas de peau, quelques minutes et quelques heures après, Ben Ali s'en va. Quelques jours après, il dit quand même oui, je me suis trompé. Voilà. Et puis arrivent les élections du 23 octobre. Voilà, après le printemps arabe, on a maintenant l'hiver islamiste. Finalement, on va dire, il y a que les camps qui changent pas d'avis. Leneg Bredou, Mathieu Magnodex, ravi de vous avoir chez nous à Mosaïque FM et merci pour l'enquête et pour l'effort. Merci Aïcha. ميرسي لك انت زاد ايه فريوي زميلتنا اللي قامت بالحوار هذا اهم ما جاء في الجزء الثاني من الحوار هذا ايه. الملف الاقتصادي امينه كان وسيله ضغط كبيره فيما يتعلق بالعلاقات التونسيه الفرنسيه والتحقيق الصحفي اللي قاموا به ماتيو مانيوديكس ولينيك بريدو كشف عن حصول صخر الماطري وعماد طرابلسي على العديد من التسهيلات وخاصه العمولات بعد وساطات قاموا بها بين الشركات الفرنسيه والتونسيه. في نفس الوقت الرئيس الفرنسي ساركو كان يهيئ لارضيه سياسيه تدعم التجاوزات هذه بعد تصريح قام به في 2008 بأن مجال الحريات يتقدم في تونس. أخيرا بالنسبة لمساعدات فرنسا الاقتصادية 350 مليون أورو هي قروض وليست هبات وعلى الشعب التونسي أن يرجعها مع نسب فائدة وبالتالي فرنسا تدعم الانتقال الديمقراطي في تونس ولكن لا تقدم لا هدايا مالية ولا هبات بدون مقابل. واضح يعطيك الصحة ايه نشكروك على الحوار هذا واكيد تونس كونكشن فيه أكثر ممكن اعترافات وشهادات وغيره حقائق على